Pouette pouette. Bienvenue à tous et à toutes pour cet épisode podcast sur la dernière sortie de chez Canon qui risque bien de secouer le marché de la vidéox. Alors au programme, on va parler des specs de cette caméra, on va vous parler de notre très bref expérience sur le terrain, extrêmement bref expérience sur le terrain avec cette cam, et on va aussi la comparer un peu au marché actuel de la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec le désormais culte Ben from Retour d'Expérience. Voilà, vous l'avez demandé. Il est là. Nous avons fait en sorte de le refaire venir. Il nous coûte très cher à chaque fois. Il a des cachets extrêmement salés. Mais c'est pour vous. C'est vrai. Ouais, c'est surtout du beurre salé. On me paye en saucisson. Ben, il va découvrir la cam en même temps que vous. Il n'est pas briefé. Il va pouvoir découvrir cette cam une fois qu'il nous aura envoyé son NDA signé. Mais de quel NDA tu me parles? Celui qui doit être dans ta J'ai- boîte mail J'ai pas là. reçu de NDA. Ah, effectivement. C'est- Ding, ding, ding. Bruit de notification. Ah, je l'ai reçu. Donc, nous sommes désormais tous sous NDA, Dans les clous. dans les clous. Matt est armé. Oh, moi aussi, je suis armé, tiens. On peut désormais On est cool. que personne déconne. Ah, tout le monde reste cool. On est sous NDA. Hein. Ok. Cette vidéo sera diffusée Ok. le 9 septembre à 15h. Ok. Et jusque-là, Bon. tout le monde reste cool. Reste cool. Et c'est flippant, mec, que t'aies des flingues sous ton bureau quand même. Parce que nous, on l'a préparé le truc. Mais toi, t'as. Ouais, mais Matt Serrato m'a briefé. Il m'a juste dit, mec, prépare un flingue. Je sais pas, il fait, non, prépare un flingue. Eh bien, maintenant que nous sommes tous dans les clous, nous allons pouvoir découvrir la dernière caméra de Canon, qui est la Canon C50. Ah ouais. Ok. Pas très sobre l'intro. Alors, à la base, on n'avait pas du tout prévu de faire un podcast, on avait prévu de faire un épisode classique avec pas mal de prod, et ça devait être beaucoup plus ambitieux que les précédents épisodes, mais il y a eu un petit problème. On devait avoir cette caméra 10 jours, et au final, on l'a reçue, là au moment où on enregistre ce podcast, on l'a reçue hier midi. Ouais, donc c'est l'histoire d'une nuit en fait, cette Ouais. caméra. Ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. On a eu cette caméra 24 heures dans les mains. On n'a pas du tout eu le temps de faire ce qu'on voulait. On devait aller tourner 2 jours en Ardèche et tout avec un pote. Au final, on a reçu la caméra le lendemain, donc on n'a pas pu le faire. On a réussi à bricoler un truc en à peu près 5 heures. Un petit tournage. On vous passera un peu plus tard le clip dans la vidéo, avec un motard qu'on a trouvé sur Instagram. On s'est retrouvé dans une route qui est à une demi-heure d'ici, on a tourné un truc, on a fini à 22h. On a enchaîné sur quelques plans et tout ce matin, on a fait des tests de qualité d'image qu'on n'a pas pu encore consulter, mais que vous verrez plus tard dans la vidéo. On avait rendez-vous à 21h avec Ben. À 21h30, j'ai fini d'écrire la structure du podcast. Donc voilà, c'était un giga rush. D'ailleurs, il faudrait qu'on mange. C'est vrai, on a reçu à bouffer. Comme on est en podcast, il faut pas oublier que notre podcast s'appelle Les Doigts Gras et du Deliveroo et du matos. Attention quand même à la caméra qui n'est pas sortie. Aujourd'hui, on va bouffer mexicain. Parce que la dernière fois, on a mangé, Ah, beaucoup de génial. gens se sont plaints, on a mangé du picard, on a mangé des trucs au micro-ondes. C'était vraiment pas ouf, c'était dégueulasse. On a des petites quesadillas au fromage. On a Des des... nachos froides. Encore des quesadillas, ok, bon. Qu'est-ce que c'est? On a des nachos et on a des petites boulettes au fromage et puis plein de sauces. Plein de sauces. Trop de sauces. Tu veux goûter? On va parler de cette caméra, du coup. Cette caméra que je manipule au-dessus d'énormément de produits extrêmement gras. Donc je vais peut-être aller prendre du sopalin quand même. Aujourd'hui, Canon, ils ont revampé entièrement leur gamme cinéma. Depuis l'année dernière, ils ont repris une refonte totale. Ça a commencé avec la C400 et ils se sont repositionnés face concrètement au leader du marché qui est Sony dans la vidéo. Ils ont sorti une C400 qui était clairement dirigée vers des FX6 et même FX9 parce qu'elle se situe un peu entre les deux. J'ai adoré cette caméra, on l'a testée l'année dernière, on a fait une review dessus. Superbe caméra pour des équipes on va dire à taille moyenne. Ils ont ensuite sorti la C80, donc c'est le même capteur, pas mal de specs identiques à la C400. Cette fois, on est plutôt sur une caméra qui va se diriger vers le run and gun, donc plein de gens qui vont faire du reportage, du doc, vont aimer cette caméra. En fait,
Cette caméra, elle n'est pas placée par rapport à Sony, mais elle reprend un peu la recette de la C70 qui avait cartonné. C'est vraiment ce corps Très monobloc. bonne cam. C'est des caméras, voilà, tu les sors de ton sac et elles sont prêtes à l'emploi, quoi. Il n'y a rien à riguer. Et avec cette C50, du coup, il s'aligne sur, je pense, le best-seller de Sony, qui est la FX3. Alors on va voir, mais je dis pas ça pour essayer de teaser les gens de chez Sony en disant regardez, on a une FX3 killer et tout. Je dis ça parce que dans le matériel marketing de Canon, la FX3 est clairement mentionnée. C'est la caméra à abattre. Mais on va voir dans la vidéo que je trouve qu'elle s'apparente peut-être plus à une FX2 qu'une FX3. Mais tu as une FX2, JB, pour pouvoir dire ça? Tu es en possession de cette caméra qui est une des plus détestées du marché. Nous avons une FX2. Eh ben, Waouh. honnêtement, c'est une belle petite caméra, hein. Après, voilà, on l'a testé juste en studio. J'ai fait des petits tests de rolling shutter, des petits trucs comme ça et tout. Mais c'est une caméra qui est assez photogénique, en fait, ce qui est assez marrant. Ah, On a tout. Boum. On a aussi une ok. C80 Donc, qu'on a confronté du coup à comparatif large. Ouais. la C50. Là, on est sur du gros bébé. On n'est pas du tout sur la même chose. T'as le prix? Ouais, le prix, c'est 3800 €. Ok. C'est à peu près le prix d'une FX3, je crois. La actuellement. FX3, je crois qu'elle est plus dans les... Elle est pas à 4008 plutôt? C'est plus le prix d'une FX2, justement. C'est même un peu en dessous d'une FX2, je crois. Ah, 4007. La FX3. Ok. Ouais. Et la 4007. FX2? La FX2, elle a 3002. C'est ça. Sauf que Ok. vous allez voir ce qu'il y a dans le package. Mais tu dis qu'elle est... 3008. Ouais, donc elle est intermédiaire, quoi. Elle est entre les deux. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je m'attendais à une caméra qui vienne remplacer mon R5C. Mon R5C, il est sorti à 4005. Donc, j'étais assez étonné quand même de voir une caméra qui sorte en dessous du R5C. On est clairement sur une caméra qui à la fois va servir de caméra compacte pour des gens vraiment aguerris, mais aussi comme porte d'entrée dans le monde des caméras cinéma, parce que à 3800 balles, c'est une bonne porte d'entrée quand même. Moi, je suis impatient que tu nous racontes les specs. Hein. Là, je suis comme ça. Il en peut plus. Sur le form factor, du coup, on est assez compact, mais on est plus gros quand même qu'une FX3 ou qu'une FX2. On est sur une finition qui ressemble à celle de la C80 et j'ai jamais trop aimé les finitions des C80 et C70. J'ai toujours trouvé ces caméras un peu plastiques. Ça fait partie de ces choses qui ont permis de contenir le prix. J'avoue que les FX3, FX2, avec leurs petits blocs d'alu taillés, Ouais, c'est elles sont très vraiment joli, ouais. très jolies. Après, en termes de prise en main, par contre, je préfère la prise en main Canon. On est sur une prise en main qui reste un peu plus testo. Et je pense que cette caméra, après, quand elle va finir dans une cage, elle va être au top. Après, dans l'ergonomie, voilà, là, je vais commencer à être pas extrêmement objectif, hein, parce que je suis un canoniste, que j'adore l'ergonomie Canon. Dans l'ergonomie, on a 14 boutons assignables. On enterre les FX3 et FX2. Je crois qu'il y en a 2 fois plus, en fait, dessus. Il y a 3 recs, je crois, de Ouais, prévu. bah oui, il y a le shutter qui fait rec, il y a un petit rec sur le dessus comme la Et ben FX3, là, et il y a un petit rec devant aussi. Mais après, on peut y assigner absolument n'importe quoi. On a aussi dans le prix, ah bah oui, dans les ça c'est un gros truc, ça. 3800 €, une poignée avec du coup un double XLR intégré, une interface audio, double XLR, full XLR. Cette poignée, elle va se connecter du coup sur la Alors, griffe attends. intelligente, et puis elle est sécurisée par 2 petites vis. Donc, cette poignée, elle est inclue dans les 3800 €. Elle est inclue dans les 3800 balles. Et C'est une... c'est un Donc là, ça change Tascam, le en prix fait. puisque une FX2 avec la poignée, elle passe à 3007. Ouais. Donc là, elle est plus à 3002, tu vois. Et cette poignée, elle va un peu plus loin que la poignée Sony, parce qu'en fait, elle a un bouton rec supplémentaire, avec un lock Très d'ailleurs, bien. et un zoom rocker dessus. Parce que oui, Ah ouais. maintenant, alors ça c'est assez nouveau, c'est pas nouveau pour les gens chez Sony, mais chez Canon c'est extrêmement nouveau. Il y a un zoom rocker aussi sur le déclencheur de la caméra. Et ça, c'est la folie. Et alors, sur la partie spec, peut-être que je te coupe un peu avant que tu l'aies dit, mais cette poignée là, elle donne accès à des codecs type 32 000 flottantes ou pas? Non, pas de 32 bits. Non. Ah, Je- c'est dommage. Non, ouais. Bon, Sony le fait pas, mais Lumix le fait. Mais quand même, c'est une poignée. Moi, j'ai un module Tascam qui coûte 400 balles, je pense, que je rajoute sur mon R5C. Donc en fait, mon R5C, il passe à 5000 balles pour avoir sensiblement la même chose. La Canon propose un truc qui, tu vas voir dans les specs, est un peu au-dessus d'un R5C pour quand même 1200 balles de moins. Nul en maths, mec. Ouais, 3008 quoi. Pas mal, hein. Ouais, là, Euh, ça tape fort. Hein. Alors la poignée, elle est aussi plastique.
Il y a du plastique, hein, si vous aimez. Mais plastique, c'est fantastique. Celle de Sony est comme ça aussi. Hein. Là, quand même, il y a des petits inserts en métal avec des visseries 1/4 de pouce. Et il y a une reprise de la griffe. Il y a un petit grip en caoutchouc en dessous, donc elle est bimatière. Ça reste du plastique, mais elle est quand même travaillée. Elle est un ton au-dessus de celle de la C80. Je sais pas si elle est compatible d'ailleurs avec la C80, cette poignée. Ouais, il faudrait voir les compatibilités parce qu'elle est vraiment cool. Le fait d'avoir un Tascam intégré, Ouais, le fait d'avoir l'entrée son intégrée, c'est cool. Et le zoom rocker. Parce que la C80, elle a aussi un système de horseshoe connecté. Elle a des petits, elle a une connectique. La C80, elle a la griffe intelligente là. Ouais, c'est ça. Mais la poignée ne vient pas se connecter dessus. En fait, il y a une visserie 3/4 de pouce au-dessus et la poignée vient se mettre dessus. Donc en fait, quand tu mets la poignée en plus de la C80, t'as plus vraiment accès en fait à la griffe intelligente. Bon, après la C80, elle a des vraies entrées audio. Elle a du mini XLR directement intégré dans le corps. Hein. Donc elle a toute l'interface. T'es pas obligé de rajouter un truc dessus. Même si le mini XLR c'est nul, mais Tous les mini trucs, de toute manière, c'est nul. Là c'est fragile. vraiment incroyable d'avoir du vrai XLR dessus. Donc c'est une caméra quand même qui en donne pas mal pour son argent, ce qui est étonnant de la part de Canon, je trouve. Alors, il y a des petits bémols. Hein. J'ai dit qu'il y avait un zoom rocker sur le dessus. C'est pas vraiment un zoom rocker. En fait, c'est un zoom rocker, mais qui ne comprend pas la vélocité. Ça zoome en avant, en arrière. Je l'ai testé avec le moteur PZ2 qu'on peut mettre sur le 24-105. C'est linéaire. Le zoom rocker de la Il y a pas poignée est d'amorti. linéaire. Le zoom rocker du déclencheur, lui, on peut lui assigner deux valeurs, une vitesse basse et une vitesse haute. Donc pareil, il gère pas totalement la vélocité, mais il gère deux valeurs. On peut lui dire tu bouges lentement et quand j'accélère, bah, tu bouges vite. Canon s'est quand même toujours arrangé pour pas rendre du matos qui vend à côté totalement obsolète. Parce que moi j'ai acheté une poignée avec un zoom rocker, je connais plus sa référence, mais qui coûte quand même un bras et qui se connecte directement à l'objet. Et elle, par contre, c'est un vrai zoom rocker. On a des tally lights un peu de partout. On a tally light devant. On a une tally light derrière, comme une FX3. Mais aussi, cette poignée, ce qu'elle a de cool, c'est qu'elle intègre aussi une tally light supplémentaire. Devant, là, il y a une petite tally light. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Tu disais en off caméra que du coup Ouais. on est toujours sur la même rotule que fait Canon, c'est-à-dire l'espèce de rotule un peu de travers, un peu incomplète, mais on n'a pas de charnière en plus, ce qui se fait de plus en plus maintenant. On est sur Ouais. une rotule classique de chez Canon. Sur l'écran, on est sur le Tilty Flippy Screen qu'ils ont intégré sur tout leur boîtier. Et incroyable, et ils ont toujours pas trouvé le moyen de faire un écran qui soit aligné au corps. Il doit y avoir, franchement, à ce stade-là, il doit y avoir une contrainte mécanique. Je sais pas. Mais il faut qu'ils changent ça, en fait. Hein. Parce que Sony a un écran un peu plus petit. Hein. Ah oui, j'ai pas dit, mais j'ai pas mesuré parce que j'ai pas toutes les specs au moment où on fait la vidéo. Canon nous a pas lâché vraiment toutes les specs détaillées. On a comparé les écrans. L'écran de la C50 est un peu plus petit qu'un R5, mais ça paraît un poil plus grand qu'une FX3. En fait, ils n'ont pas exactement le même ratio qu'une FX3, mais il paraît un peu plus grand. En termes de port, Mm. t'as quoi comme port dessus? On a du Full HDMI. Alors ça, toi, tu vas trouver ça normal, mais moi, mon R5C avait un micro HDMI. Et tu sais ce qui se passe avec les micros HDMI? Est-ce que tu sais ce qui se passe? ça casse. Voilà, donc on plug tout le temps des câbles, et notamment quand on travaille avec le robot, bah, il est connecté en permanence avec un câble et il y a des mouvements rapides. Et ben ça a pas manqué. Le port a pris du jeu et on a des faux contacts de fou. En fait, c'est infernal. Je suis extrêmement content que Canon semble donner maintenant sur toute la gamme du Full HDMI, puisque le R5 II en a maintenant, 7C50 en a. J'espère que le micro HDMI maintenant c'est du passé, c'est dans le dos, et que maintenant on avance, on part sur du HDMI, pourquoi pas plus tard du SDI, pour avoir un truc encore plus sécurisé. Ce qui est trop bien, je trouve, avec la gamme cinéma et qui la différencie de la gamme photo de Canon, c'est qu'on peut faire du hot swap sur les batteries et sur les cartes. C'est-à-dire que si jamais tu branches ton boîtier sur le secteur, tu peux changer tes batteries sans qu'ils s'éteignent, et tu peux aussi ouvrir ton compartiment carte et changer ta carte, mettre ta carte sans qu'il s'éteigne. Pourquoi c'est chiant quand ça s'éteint? Bah, tout simplement parce que maintenant, avec les objets électroniques, quand tu éteins ton boîtier, souvent ça reset le focus.
Donc nous, quand on fait des mises en place en studio et qu'on commence à régler tout un truc, souvent on le fait, il n'y a même pas de carte dans le boîtier. On va chercher une carte plus tard et le fait d'ouvrir la portière sur un R5.2, ça éteint le boîtier, ça reset le focus, ben, c'est l'enfer quoi. C'est trop chiant. Tu parles de carte, mais on est sur j'imagine il y a un double port. On est sur quel type de carte? On est sur du CF Express et du SD. Avec un petit truc nouveau, c'est qu'on a, 2 petits voyants qui montrent les cartes qui sont chargées dans le boîtier. Mais on a du coup, un petit voyant CF Express et un petit voyant SD et on voit, s'il y a des cartes chargées et puis si elles sont, pleines, ou vides. Ça c'est assez cool. J'ai une question sur l'ergonomie. Ouais, Au niveau de la chauffe, il y a des ventilations. Tu me disais qu'il y avait des grilles. ouais. En termes de dissipation de chaleur, c'est foutu comment? C'est sur le côté de l'écran, c'est en dessous? Alors, en fait, il y a un peu l'effet gros cul du R5C, mais c'est un peu mieux maîtrisé. Je pense que ce boîtier, il a été construit autour de la ventilation. Là, on a une entrée d'air derrière et on a une entrée d'air aussi devant le boîtier au niveau du grip. Et la sortie est toujours sur le côté. Donc, on a vraiment un flux d'air qui traverse entièrement le boîtier. Faut dire que la notion de surchauffe, c'est Sony qui l'a inventé. Parce que Ouais, c'est eux qui ont fait les premiers boîtiers qui surchauffaient. ouais. Lumix n'a jamais eu trop de problèmes, même si sur le dernier, le S1.2, il y a quelques petits problèmes de surchauffe par moment. Bon, Canon avait de la surchauffe avec le R5 premier du nom, mais par mise à jour, je crois qu'ils ont à peu près tout corrigé. Il n'y a plus de soucis, je crois. Ouais, Donc il y a aujourd'hui, toujours, la même surchauffe, sur, c'est sur le presque plus 2, un il y a des problème, quoi. limitations d'enregistrement aussi, mais ça, c'est mieux géré. Mais il y a des ventilos, non, sur les Pana? Oui, 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 il y a des ventilations, mais alors moi, j'ai un S1.2 que j'ai acquis il y a peu de temps, là. Je ne l'ai pas encore poussé suffisamment en condition pour pouvoir me rendre compte, mais j'ai vu quelques vidéos de créateurs qui disaient qu'a priori, quand il est vraiment longtemps poussé dans ses retranchements, il pouvait surchauffer. Donc moi, D'accord. j'ai jamais vu ça sur aucun Lumix parce qu'ils ont toujours eu un système de refroidissement assez développé. Mais bon, a priori, ça doit pouvoir exister, donc faut voir. Ok. Ok. Bah, en tout cas, bah, alors nous, voilà, hein, encore on le répète, on a eu cette caméra 24 heures dans les mains, mais elle a l'air, comme ça, en la regardant, mieux conçue que le R5C qui était une sorte de bricolage. Et le R5C est un monstre en endurance, quelles que soient les conditions. Nous, on fait sortir des flux 4K pendant des jours entiers. Même une fois, il était monté sur un studio. J'ai oublié de l'éteindre le truc. Je suis rentré le lendemain matin et il tournait encore. Il est évidemment sur secteur, hein, mais le truc n'a jamais surchauffé dans nos mains. Donc si c'est du même acabit, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour le peu de temps que tu l'as eu du coup entre les mains, ou vous l'avez eu entre les mains, est-ce que tu as senti de la chaleur au niveau des mains, ou même physiquement, tu sens pas de chaleur au niveau du corps? Non. S- Enfin, après, on n'a Ça, pas. ça t'est dit un peu au niveau de la poignée parce que c'est là où se trouvent les cartes. Mais, Bah, les CF, ouais, ça chauffe. mais Bah, n- c'est dur à dire parce que bon, on a peut-être pas fait un tournage assez long pour le dire. à ce stade-là, on n'a pas pu le pousser vraiment dans ses retranchements. Après, on est sorti, il faisait quand même 37 degrés dehors, hein. Bah ouais, hein, ça joue. C'est le sud. Allez, on fait un tour des specs. Parce que là, je pense que tout le monde s'impatiente. Dedans, on a un nouveau capteur. C'est pas un capteur qui a été repiqué dans la gamme Canon. C'est un nouveau capteur CMOS. Alors, nouveau, mais pas si nouveau, parce qu'on n'est pas sur un BSI, on n'est pas sur un capteur rétroéclairé, on n'est pas sur un capteur ampli-guidé, on est sur une vieille architecture CMOS FSI. Donc, c'est peut-être un capteur que Canon avait sur une étagère, mais en tout cas, c'est un nouveau capteur dans la gamme Canon. 33 mégapixels, on est sur un capteur au format 3,5. 33 millions de pixels, tu as dit? 30 32, pardon, 32 millions de pixels. Donc on est sur un capteur qui est équivalent à celui de la FX2 en termes de taille et de résolution. Sauf que, contrairement à une FX2, ce boîtier est capable de sortir de la 7K en RAW jusqu'à 60 fps, de la 4K suréchantillonnée jusqu'à 120 fps, de la 2K 120 fps, évidemment sans crop, tout ça. Et, nouveau truc chez Canon et puis nouveau truc chez pas mal de gens, il est capable de faire de l'open gate en 3,5. Et ouais. Ça, Bien. je crois que les gens chez Pana, ils l'ont déjà, mais je crois que c'est les seuls. Et j'avais vu. Je m'interroge sur Nikon. Z8 fait pas Z8 fait de Ils l'open font pas de gate. l'open gate? Ah, j'ai un doute. Ah, Non, peut-être pas. Petit truc à noter sur l'open gate, ouais. on va jusqu'à 30 fps. Alors oui, oui, ça c'est la petite blague. 30? En 30 max. open gate, ouais. Ok. C'est en ça que je dis que Canon essaie quand même de garder cette caméra
en bas de la gamme pour pas trop vampiriser les C80 et les C400. Elles font pas d'open gate, mais honnêtement, je pense qu'on peut imaginer que c'est un truc qui va débarquer plus tard dans des mises à jour. Et justement, ça segmenterait, à mon avis, bien la gamme. Par exemple, open gate à 60 sur la C80, open gate à 120 sur la C400. Ça serait un truc qui serait pas déconnant. Parce que je crois que le S1.2, en tout cas sur les caméras format hybride, je crois que c'est la seule actuellement qui fait de l'open gate en 5,7K 60. C'est intéressant aussi de voir que les marques, alors moi je parle beaucoup de Lumix parce que je maîtrise le sujet, mais je parle bien de Sony aussi parce que du coup le capteur de la FX2 c'est exactement le même que le Sony A7 IV, donc que je ponce déjà depuis 4 ans, donc je le connais très bien. Mais c'est hyper intéressant de voir que les grosses marques, les leaders, Sony, Canon et Nikon qui est en train de monter quand même pas mal ces derniers temps, essaient de s'attaquer un peu au giron de Lumix qu'ils essaient un peu de conserver parce que Lumix a tendance à beaucoup donner aux utilisateurs et c'est intéressant de voir que l'OpenGate qui est pourtant un truc disponible chez Lumix depuis longtemps, ça y est, ça commence à venir gratter de tous les côtés et c'est très bien, la concurrence, ça fait beaucoup de bien. J'ai vu ça dans une vidéo de CVP récemment. Eux, ils expliquaient qu'ils voyaient ça comme la nouvelle bataille en fait. Tout le monde va se positionner sur l'open gate. C'était un truc que je désirais quand j'ai vu que Canon avait recyclé un peu des capteurs qui semblaient être des capteurs d'appareil photo, puisque tous les nouveaux capteurs de leur gamme sont au format 3,5. Le capteur de la C400, de la C80, celui-là sont au format 3,5, alors qu'avant, ils avaient développé des capteurs vidéo au format 16:9 et tout pour la C70. Donc c'est vraiment une très bonne chose ça. Et pour ceux alors qui voient pas trop à quoi pourrait servir l'open gate, le fait de pouvoir shooter à des ratios plus hauts, bon déjà ça libère de la 7K parce qu'en fait c'est un capteur qui en 16:9 serait un capteur 6K. Mais le fait de libérer de la hauteur, c'est ça qui en fait un capteur 7K. Ensuite, ça va vous permettre d'utiliser des objets anamorphiques et d'utiliser des, on va dire, entre guillemets, des vrais objets anamorphiques avec un squeeze de x2. Ces dernières années, il y a beaucoup de constructeurs, Sirui, tout ça, Laowa, qui ont créé des anamorphiques avec des ratios plus légers, du 1.5, du 1.8, pour justement aller sur des capteurs 16:9 qui sont déjà étirés. Parce que quand on met du x2 sur un capteur 16:9, après on se retrouve avec une bande, c'est juste impossible. Mais là, le fait d'avoir un capteur en 3.2, ça va nous permettre de justement sortir des images, alors je dis ça au pif, mais peut-être en 2.35 en partant d'un capteur 3.5. Il faut savoir qu'il y a même des caméras comme des Alexa qui ont des capteurs 4 tiers. Donc ça permet d'avoir encore plus de matière. Donc ça, c'est assez cool. Et puis, ça permet aussi, même si vous shootez en sphérique, d'avoir de la hauteur dans Ouais, l'image. Et aujourd'hui, tu peux faire des tilts en post-prod comme ça déjà. tu peux mieux stabiliser tes plans, puisque tu as Ouais. du débord. Et puis, tu peux aussi livrer à tes clients, ou même à toi-même, pour les créateurs, par exemple, tu shootes tout à l'horizontale et tu peux sortir du contenu vertical beaucoup plus facilement. Donc, le fait de démocratiser de l'open gate, on se dit, putain, mais ça donne presque envie d'avoir des capteurs carrés maintenant sur les caméras, quoi. Ouais. Imaginez un monde où on a des capteurs carrés. Tu mets tes guides, tu shootes comme tu veux et après tu recadres. Il y a déjà GoPro qui fait ça. La dernière GoPro que j'ai, là, j'ai la dernière, le capteur est carré et tu shootes et ensuite tu vois ton cadrage en poste, tu vois si tu livres de l'horizontal, du vertical et tout. Donc ça, c'est très très cool. Et je pense que ça a énormément de valeur parce que les capteurs qui sont standardisés au format de livraison et les résolutions standardisées, ça nous coince en fait créativement. Il vaut mieux avoir du débord Oui, pour pouvoir s'exprimer. parce que des fois, tu vas pas savoir sur quoi tu diffuses en fait. C'est ça. Et souvent, tu vas avoir besoin d'un 9.16 et d'un 16.9 la plupart du Ouais. temps, hein. Donc, Non, c'est soit tu clair. filmes 2 fois, soit tu croppes, mais si t'es pas en open gate, ben, en fait, tu vas devoir rajouter peut-être des bandes en haut et en bas pour faire du 4 tiers. Enfin, Non, c'est donc clair. ça, c'est vraiment cool. Et donc tu me confirmes que 4K 60, 4K 120, Ouais. sans crop. Sans crop, suréchantillonné. Mais ça enfonce encore plus le clou dans le cercueil de la FX2 qui fait exactement comme mon A7 IV qui fait de la 4K 60 avec un crop 1,5 quoi. Ouais. C'est pour à 100 balles près, la différence de spec au-delà de l'ergonomie, la différence de spec elle est monumentale. Enfin, Quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est ce qu'aurait dû être la FX2, cette caméra. Clairement. En termes de positionnement tarifaire, en termes de capteur, format et tout, c'est ce qu'aurait dû être la FX2. Je pense que si la FX2 était sortie comme ça, personne n'aurait râlé.
Les gens l'auraient acheté en masse. Ouais, mais ça aurait été trop proche d'une FX3. La Trop proche d'une FX3, FX3. la FX3 a quand même un capteur faible mégapixels, donc avec un rolling shutter Oui, qui est meilleur. 12 mégapixels, forcément, hein, tu as 5 pixels qui se courent après. C'est facile de ne pas avoir de rolling shutter. En montée en ISO aussi, elle est fantastique. Alors ça, c'était une question que j'allais te poser parce que c'est les possesseurs de FX3 sont possesseurs de FX3 enfin, en tout cas quand c'est sorti, les deux gros arguments, c'était la 4K 120 avec un autofocus fonctionnel et la montée en ISO. Donc là, on en est où là-dessus? Alors, on a un double ISO natif. On n'a pas de triple ISO natif comme une C80. Pour rappeler, la C80, c'était ISO 800, ISO 3200 et ISO 12800, du coup, comme les FX3, comme les FX6. Donc, des performances en basse lumière démentielles. Là, nous, on n'a qu'un double ISO natif, mais il est intéressant parce qu'en fait, il est à 800 et à 6400. Ouais, c'est très bien, hyper équilibré. Ouais. Donc, on a 3 stops. Alors, on est sur un vrai double ISO natif. Vrai double ISO On est natif. sur un truc à la Sony, parce que Sony, là, sur la FX3, c'est pas un deuxième double ISO, c'est pas un double ISO natif. Hein. Ils ont un denoising qui s'applique à 12008. Ah ouais? Mais à aucun moment tu ne récupères ta dynamique. Donc c'est pas un vrai. C'est pour ça que Sony ne communique pas sur un double ISO natif, c'est parce que ce n'est pas un double ISO natif. Il y a un denoising très bon, mais qui ne modifie en rien ta dynamique, donc tu regagnes pas de la dynamique à l'ISO supérieur à 12008. Et en plus, tu perds ton autofocus à 12008, il est quand même vachement plus limité parce que du coup, lui, les denoising ou pas denoising, il a du mal à voir dans le noir quand même. Donc malgré tout, ça reste un peu de l'esbrouf, qui est très pratique pour beaucoup de sujets, mais j'ai un copain avec qui je tourne beaucoup et qui on fait du mariage tout qui est sur de la FX3 et j'ai pu le constater, effectivement, il y a quasiment plus de bruit, mais par contre tu perds vachement en netteté et du coup en dynamique tu ne gagnes rien. On a fait des tests à 6400. Sur l'écran, ça paraissait vraiment clean. Et puis surtout, en fait, parce que moi je suis habitué au R5C qui est un double ISO natif qui est de 800 et de 3002. Déjà 3002, je trouvais ça très cool. Franchement, très flex. Là, 6400, vraiment, on était de nuit en fait. On était après la Blue Hour en fait. On était après la Blue Hour et on arrivait à avoir des bonnes infos dans les ombres. Donc, c'est pas le 12800 de la C400, mais 12800, je trouve ça vraiment extrême. On est censé avoir 15,5 stops de dynamique sur cette cam. Donc, ça, évidemment, c'est ce qui est dit par Canon. Donc, on peut en enlever facilement 2 réels. Ce qui la place quand même en dessous d'une C80, d'une C400 et même d'un R5 II. Mais moi, le R5 II, il m'avait scotché en termes de dynamique. Je l'ai même trouvé supérieur à une C400. Je pense encore aujourd'hui que le capteur du R5 II est le meilleur capteur de Canon. C'est le capteur le plus haut de gamme. Après, c'est le R5, hein, c'est un boîtier dans lequel ils mettent énormément d'argent parce que c'est un truc qui se vend beaucoup. Pour moi, ils se réservent le capteur du R5 II pour une caméra plus haut de gamme. Il faudrait qu'ils le mettent dans la gamme C un de ces jours, quoi. Ça serait pas mal qu'ils finissent dans la gamme C. Ça changerait tout. Ouais, ça serait fou. Parce qu'il a vraiment des perfs. Il a un rolling shutter qui est vraiment extrêmement correct. On a fait des tests de rolling shutter. Donc, je disais, la FX3 arrive en premier. Facile. Ensuite, on a le R5 II, la C80, qui sont à égalité, qui sont pas loin sous une FX3. Ensuite, en dessous, on a la C50 qui vient. La C50, elle est un peu au-dessus d'une FX2 en termes de rolling shutter. Elle le gère un peu mieux. Et ensuite, en tout dernier, on avait le R5C. Mais bon, le R5C, on peut pas trop lui en vouloir. C'est un capteur qui date un peu. Et puis, c'est un capteur 8K aussi. Donc, ça pompe. Pour le coup, c'est comme ça. Mais c'est vraiment dommage que vous ayez pas pu emprunter un S1 Mark II. Parce que je pense que ça aurait été hyper intéressant de tester les écarts de dynamique, de montée en ISO, de rolling shutter. Parce que c'est une caméra qui me paraît, en termes de spec, peut-être pas tout à fait en termes d'usage, parce qu'elle est pas du tout... elle n'a pas des pas de vis partout, c'est pas une caméra cinéma vraiment pure, mais je pense qu'elle se situe pas mal en face, et en termes de tarifs, 3600, donc tu vois, on est quand même assez on est pas loin, ouais. Avec des specs qui sont très proches, à part l'OpenGate en 5,7K, 60, et le fait qu'il y ait du Blackmagic RAW, du ProRes RAW, enfin il y a des petits trucs au niveau du codec, mais tu m'as pas parlé des codecs encore, donc on va voir, mais ça me paraît assez aligné en termes de propositions. En termes de codec, on est toujours sur le XF-AVC de Canon. Hein. C'est un codec qui est assez semblable à celui qu'on trouve chez Sony. On a toujours le Cinema Raw Lite aussi de Canon, qui est disponible en light, en standard et en HQ.
Alors, quand vous mettez en open gate, vous n'avez plus accès au HQ, vous avez accès qu'au standard. Donc, ça va dépendre des combinaisons de framerate et tout, toujours. Le HQ, vous l'aurez qu'à certains framerates et à certaines résolutions, comme d'hab, toujours. Mais en gros, voilà, c'est les deux gros codecs qui vont être utiles. C'est une caméra qui offre du C-Log 2. Ça, c'est cool aussi. Voilà, le C-Log 3, on a ça dans le dos. On va de l'avant, on intègre le C-Log 2 sur toute la gamme. Je trouve ça génial. Perso, moi, je préfère bosser avec du C-Log 2 à 100%. Surtout sur une gamme ciné. Carrément. Canon a toujours utilisé l'argument marketing comme quoi le C-Log 3, c'était plus facile à travailler parce que les ombres sont bouchées. Du coup, tu as moins de bruit dans les ombres. Ouais, n'empêche que les ombres sont bouchées. Après, moi, j'ai jamais trop constaté une différence de bruit. J'ai toujours trouvé une plus grande densité dans les tons, je sais pas, une plus grande cohérence dans les tons, dans le C-Log 2 et dans les couleurs aussi. Je trouve que les couleurs sont plus, je sais pas, c'est plus, tu vois, Oui, plus vibrante. non, plus, alors que, Plus. tu vois, alors que les C-Log 3, des fois, c'est un peu off. Même en termes d'étalonnage, hein, moi je suis pas étalonneur, mais pour avoir, du coup, j'ai pu tester le C-Log 2 et le C-Log 3. Le C-Log 2, j'ai galéré à obtenir quelque chose qui me convenait, alors que le C-Log 3 c'était compliqué, Ouais. alors que le C-Log 2 était vachement plus simple à étalonner. Ouais, non, c'est clair. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une avancée. C'est très bien. Moi, je suis content que le C-Log 2, franchement, s'il faut du C-Log 2 et de l'OpenGate de partout, c'est déjà une énorme avancée pour tout le monde. Ensuite, on a un double OS, du coup, parce que cette caméra fait aussi comme la FX2 et surtout comme le R5C, photo et vidéo. Donc, on a l'OS photo de Canon. Donc, dedans, c'est une caméra 32 mégapixels qui fait des images jusqu'à 40 images secondes. Donc, quand on le passe en photo, c'est un vrai appareil photo, interface photo. Et de l'autre côté, quand on switch, on a l'OS Cinéma. J'ai pas testé, tiens, je vais voir en combien de temps il switch, parce que c'était un sujet sur le R5 Oui, II. j'allais te demander. Tac, je suis en mode cinéma, je passe en mode photo. Tac. Ok, C'est photo. rapide, hein. Ouais, je repasse en cinéma. Et du coup, ils ont pas fait l'espèce de connerie de mettre photo, off, vidéo. Là, ça Si, coupait, bien là, sûr, tu c'est peux passer exactement un la mode- même chose. C'est la C'est le même même chose, ouais. système. Ah, moi, je Il y a le off au milieu, je ouais. trouve ça dommage de devoir couper par le. C'est vrai. J'aurais trouvé ça bien qu'on puisse switcher de l'un à l'autre sans devoir éteindre la caméra. Après, peut-être que c'est pas possible. Ouais, mais en fait, elle logiciellement, mais- reboot la Ouais. caméra. Elle est obligée de Mais rebooter. c'est C'est deux deux OS OS, différents, donc en fait, En Ouais. tout cas, ça a eu l'air rapide là. Hein. Ouais, non, c'est rapide. Et puis alors, voilà, moi je plébiscite énormément l'OS Cinéma de Canon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui shootent sur des R5, sur des R6 et qui doivent se dire, je vois pas trop l'intérêt, mais honnêtement, quand vous avez testé ça, quand vous voyez tous les outils, même la manière dont il est organisé, tout simplement. oui, en fait, t'as pas de choses dont tu n'as pas besoin dans un menu comme dans l'autre. Ouais, il n'y a pas des trucs Voilà. mélangés, c'est très segmenté, et puis tu as des outils en pagaille. Ah bah oui. T'as le waveform, t'as les fausses couleurs, t'as le focus assist, t'as le shutter en angle. Donc, t'as plein d'outils. T'as des outils d'ailleurs qui sont pas sur les FX2 et FX3. Parce que je crois qu'ils n'ont pas les fausses couleurs. Ils ont pas les fausses couleurs. C'est pas dur, ils ont rien. Ils ont rien chez Sony comme outil. Si, ils ont Sur le la shutter en FX3, angle, ils quand ont même pas la waveform. Ouais. C'est tout le monde le dit depuis des années que Sony, il faut qu'ils mettent la waveform. Il y a quasiment pas d'outils d'exposition vidéo sur la gamme cinéma. Alors à partir de la FX6, je crois que ça apparaît, mais la FX3, il y a que dalle. Donc c'est pas compliqué. Sony, ils ont rien. On va faire un petit tour sur la qualité d'image vidéo. Alors, on va faire confiance au JB du futur parce que j'ai pas pu tester encore les rushs. Et salut les loulous, c'est JB du futur et je vous ai concocté une petite scénette spécialement pour mettre à terre la plupart des capteurs parce qu'on a plus de 20 stops de dynamique ici. Tous les boîtiers ont été exposés sur un gris neutre 18% à leur ISO de base. Et on commence avec la C50 qui nous offre une très bonne dynamique avec son C-Log 2. Alors oui, ça fourmille un peu dans les ombres, mais la rétention des couleurs est franchement correcte. Le R5C est nettement plus clean, mais ça c'est dû à son C-Log 3 qui clip purement et simplement les ombres, d'où une perte de dynamique conséquente face à une C50 ou une C80. Et justement, voici la C80, et si vous avez vu mon test de la C400, pas de surprise, c'est le même capteur. Un capteur plein de couleurs, plein d'infos dans les ombres, et aussi plein de bruit. Mais bon,
Les denoisers sont vos amis. On a ensuite la FX3 avec ses 12 mégapixels qui est du coup aussi clean qu'un R5C mais avec de la dynamique en plus. Cela dit, même exposé à 18%, le contraste n'est pas du tout distribué comme Canon et les hautes lumières ont tendance à clipper. Il faudra donc gaffe à exposer cette FX3 pour les hautes lumières. À 6400, la C50 ne perd pas de dynamique et souffre d'aucune dérive colorimétrique, ça c'est cool. Mais le grain est un poil plus dur cependant, ça c'est un peu moins cool. À ISO 3002, la C80 évolue sensiblement pareil et pour les nyctalopes, elle propose aussi du 12800. Les fichiers vont demander plus de travail mais les infos sont là. La FX3 propose aussi un ISO de base 12800. Le bruit est totalement absent, mais la dynamique aussi s'est fait la malle. Ce qui laisse à penser, comme disait Ben un peu avant, que les fichiers ont été lourdement cuisinés. Bref, pour conclure, il semblerait que malgré son architecture datant de l'Ampèbre, le capteur de la C50 soit capable de proposer des performances totalement en phase avec les standards d'aujourd'hui. Un capteur plus polyvalent qu'un R5C et finalement pas si loin d'une C80. Difficilement comparable avec une FX3, tant sur le seuil de bruit que la répartition de la dynamique. Ce sont des caméras au comportement très différent. Ce petit check de qualité d'image, moi ça m'a donné envie de voir ce que vaut cette C50 sur le terrain, pas vous? Mais trop. Je vous propose de voir cette petite séquence maintenant. Magnéto. Yes! Ah, les gars, j'ai pas entendu ce que vous avez dit, j'étais estomaqué. Non, mais il faut d'abord mentionner qu'en fait, on n'a pas encore monté au moment où on enregistre le podcast. Tu On veux n'a la pas refaire, monté la vas-y, vidéo, mais refais-la, merci refais-la. en tout cas. Alors, pour la petite anecdote, on devait filmer un truc à la base totalement différent sur 2 jours. Trop bien produit et tout. C'est tombé à l'eau pour les problèmes de dispo de matos et tout qu'on a cité au début. Et du coup, on a trouvé Julien sur Instagram. Il était dispo. Il était chaud. Il était chaud, il était très chaud. Le mec, il roule vraiment très fort. On s'est retrouvé sur un col de montagne. On a tourné ça en quelques heures et tout. C'était vraiment très cool. C'était trop court. Et donc, merci beaucoup, Julien. Moi, je vous propose de comparer ça un peu à la concurrence. Comment vous la percevez, vous, par rapport à la concurrence, cette caméra, du coup? Alors, moi, je trouve que c'est... Alors, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est le 15 août. Ouais. Je trouve que c'est assez banger. On est équivalent à peu près en termes de spec et de capacité à un S1 Mark II qui coûte à peu près le même prix. On est au même prix qu'une FX2 avec une qualité qui est 100 fois meilleure. On est au même niveau, à part sur la montée ISO, et encore, franchement, ça se vérifie par rapport à une FX3. Donc aujourd'hui, je trouve que pour ce prix-là, Canon fout un gros coup de pied au cul à tout le monde. En revanche, la FX3 commence à dater. Et beaucoup de rumeurs parlent d'une FX3 Mark II qui devrait sortir bientôt. Donc je ne sais pas ce que Sony va faire. Les dernières sorties de chez Sony me laissent un peu pontois, mais en fonction de ce qui va sortir, c'est là, je pense qu'on va vraiment voir comment cette caméra se positionne, parce qu'a priori, la FX3 Mark II devrait sortir prochainement dans les 6 mois qui viennent. Mais là, aujourd'hui, à date, je la trouve assez extraordinaire pour 3800 balles, poignée incluse. Parce que ça, c'est important, parce que chez Sony, c'est 500 balles la poignée. Poignée incluse, je trouve que le rapport qualité-prix, j'ai pas eu la cam en main et je vous fais confiance à tous les deux pour tout ce que vous m'avez dit, mais ça paraît être quand même hyper optimisé. Pour quelqu'un qui veut faire un peu de fiction et de l'image un peu plus pro sur du studio ou sur des productions un petit peu plus élevées, 3800 balles par rapport à un R5C, je pense qu'on est bien placé. Ouais, mais alors, la FX3 II sortira pas à ce prix. Elle sera plus aux alentours des 5000 balles, je pense. Avec l'inflation, moi, je la vois pas jouer dans la même catégorie. Donc, évidemment, ils vont devoir avoir enfoncé le clou, en fait, avec la FX3 II, parce que ça va devoir proposer plus, parce qu'elle va forcément être segmentée au-dessus, vu que la FX2 joue dans la catégorie tarifaire de la C50. Moi, il y a un petit truc, parce que j'ai des petites infos, mais au moment où cette caméra va être annoncée,
un autre acteur du marché qui va annoncer une caméra, qui va jouer dans la même C'est vrai. catégorie. Ah. C'est les jaunes. Les jaunes C'est vont son annoncer. bah 3 oui. lettres. Du coup, Nikon va sortir sa copie de sa première collaboration avec Red le jour même où Canon annoncera cette caméra. Et donc, le jour où vous verrez cette vidéo, donc le 9 septembre à 15h. Et donc, il faudra voir comment il se positionne. Alors, si je peux me permettre, je rigole depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, quand tu as dit il y a un nouvel intervenant qui va annoncer une caméra au même moment que celle-ci, Ouais. moi, j'avais pas Nikon en tête. Moi, je Ah ouais? pensais que tu parlais de DJI. Moi, je pensais que tu parlais de DJI, qui va aussi, a priori, beaucoup de rumeurs parlent d'une annonce assez fracassante en septembre. Et ça fait déjà quelques années que tout le monde attend DJI, puisqu'avec, je sais plus comment ça s'appelle, leur caméra avec le stabilisateur intégré, là, on dirait un Ah poulet, là. oui, comment il s'appelle? Ronin Donc 4D. beaucoup de gens, ouais, c'est ça. Et le Ronin 4D, alors même si c'est pas ultra utilisé, tout le monde dit qu'en termes de qualité d'image, c'est assez impressionnant. Qu'ils aient conçu ça en si peu de temps finalement. Et je pense que quand DJI va sortir son boîtier photo ou photo vidéo ou vidéo cinéma, parce qu'ils ont l'air de partir plutôt sur la partie cinéma, il pourrait faire beaucoup de mal à tout le monde et beaucoup de bien à tout le monde aussi, je pense. Parce que DJI, Ouais. c'est sûrement la marque qui, on en a parlé au dernier podcast, qui innove le plus ces dernières années. Et Ouais, c'est s'ils incroyable. sortent un boîtier un peu ciné dans des budgets équivalents avec des specs équivalentes, là en début d'année scolaire, en septembre, là, je pense que ça peut bousculer tout le monde. Donc je suis assez impatient de voir un peu. Je savais pas que Nikon allait sortir un truc, j'avais pas suivi les. Bon, alors là, du coup, si les 3 marques annoncent un truc à 15 jours d'intervalle, bon, ça va être le feu, hein. Sony est la marque qui a le plus à perdre parce que c'est les plus installés en Ah fait. bah oui. Les autres sont des outsiders. Même Canon a toujours eu une gamme cinéma, mais ils l'ont laissé un peu vivoter. Là, ils la reprennent en main. Mais Sony, ils sont installés, donc ils ne peuvent que perdre. Alors, en fait. ce qui est aussi spécial chez Sony en termes de marketing, c'est que c'est les seuls qui font du cinéma, pour le coup. Oui, c'est les seuls qui ont des Tu vois, caméras. The Creator, le film, c'est une pub pour Alors la- oui, alors The Creator, oui. Oui, Non, je pensais que tu parlais des Burano et des Venice. Après, The Creator, oui. le réalisateur, c'était un spécialiste VFX aussi au départ. Donc Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les il seuls. sait comment tirer le maximum de la caméra Ouais. aussi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est impressionnant. Voilà. Et ça, en termes de perception sur tout le monde, en fait, c'est quand même un truc, quoi. Non, c'est un truc. J'avoue qu'ils font des gros coups de com'. Il y a même DJI qui commence à se positionner là-dessus, puisqu'il y a des films de A24 qui ont été tournés justement avec le Ronin 4D. C'est un truc qu'on voit de plus en plus sur les prods. Là où Canon, eux, ils ont une grosse renommée sur le doc, sur le reportage, mais en fiction et en production AAA, ils n'ont jamais percé en fait. Ils ont essayé, ils ont sorti une C700 qui avait un shutter global et tout il y a quelques années. Elle a jamais pris en fait parce qu'ils ne sont pas installés. Mais, et vous avez entendu, là c'est dans l'actu les gars, c'est dans l'air. Il y a un énorme acteur du cinéma qui est en vente. Ah oui, oui. Un énorme acteur du cinéma. Harry est en vente. Un acteur historique. Je savais pas. Et du coup, il y a des rumeurs. Alors ça, moi, j'ai aucune confirmation. C'est les sites de rumeurs. Mais il y aurait une rumeur comme quoi Canon serait sur le coup. Alors là, je m'emballe. Je m'emballe. Mais ça serait une réponse à Nikon qui serait juste. Ça serait monumental. Ça serait monumental. Les deux gros garçons ça qui peut achètent. valoir une boîte comme Harry. Pas grand chose, je pense. C'est des petites boîtes. Comparé à du Canon. Canon, c'est un mastodonte. Sony, c'est gigantique. Non, parce que Red avait été racheté par Nikon, mais a priori un prix finalement pas si élevé. 85 millions. Pensait. Après, il y avait un procès en cours, alors peut-être que ça a joué. Ouais. Procès sur l'euro. Tu vois, moi, tu vois, une marque comme Harry, j'aurais pu imaginer que, mais bon, ils sont trop petits, mais une marque comme Panasonic, tu me diras, ils sont pas si petits que ça. Lumix, c'est petit, mais Panasonic, c'est grand. Panasonic s'est retiré du monde du cinéma. Ils avaient des caméras avant qu'ils ont retiré. Mais ce serait un moyen de reprendre un pied dedans. Alors après, est-ce que ça fait partie des stratégies? J'en sais rien. Canon aurait les épaules assez solides pour le faire. Mais je ne sais pas combien de boîtes comme Harry ça peut valoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les caméras Harry sont les caméras les plus utilisées du cinéma. Moi, je vois bien Canon acheter Harry, mais je vois bien aussi DJI acheter Harry. Ah bah oui. Ils ont déjà acheté Hasselblad après. Ils ont Hasselblad, mais bon, Hasselblad, c'est la partie photo. Une partie photo, partie je sais pas s'ils ont tout acheté d'Hasselblad. Je crois qu'ils sont juste actionnaires. Je crois, à vérifier, mais je crois qu'ils sont juste actionnaires majoritaires aujourd'hui. Donc ils peuvent utiliser beaucoup de leur techno, ou en tout cas mettre leurs petits tampons sur leurs outils, quoi.
Ouais, c'est vraiment acheter une crédibilité, acheter une histoire, en fait, quand tu fais ça, hein. Bah, c'est ça. Je pense. Mais ça serait peut-être le choix un peu du feignant, enfin du feignant. Oui, sortir le porte-monnaie, d'acheter Harry et puis de faire taire tout le monde, quoi. Il pourrait utiliser des petites technos estampillées Harry comme ça pour le marketing. Ouais. Bon, après, je vois pas trop ce qu'on peut utiliser chez Harry dans une caméra grand public, quoi. Un RAW pas Alors, compressé, tu vois? Un si, Harry parce RAW. que je vais revenir. On va dire, ouais, le mec, il est à full du fond Lumix et tout, ce qui est pas complètement faux. Mais par exemple, sur le S1 Mark II, tu as le Harry Log C3 que tu peux télécharger, qui est une licence payante. Mais Panasonic et Harry sont en lien. Donc sur Ah ce ouais, Ah, boîtier-là, et d'accord. même un boîtier micro 4 tiers, tu payes, je crois que c'est 100 ou 150 balles, et tu as accès au Harry Log C3. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu utilises une caméra Harry, si tu as besoin d'une crash cam, tu peux prendre une Lumix, tu peux lui mettre le Harry Log C3 dedans, et du trop coup, tu as bien. la même colorimétrie. Et ça, c'est D'accord. quand même intéressant, tu vois. Mais Donc du Canon coup, c'est pourrait le faire. du 4.2 10 bits. C'est un Ouais, truc dématricé 4.2. Ouais. c'est Non, ça. c'est OK. clair, c'est génial. Ah ouais, OK. Mais tu vois, si Ah Canon oui. fait ça, ça peut être intéressant, tu vois. Alors, c'est ce qui Oui, me fait après, dire en que termes Pana de look pourrait pour être des plus luttes et joueur. tout. Mais Mm. pour Canon, tu vois, récupérer ça, ça permet d'intégrer les Canon dans les crash cams. Ouais, ça serait une superbe idée. Et ben, dis donc, on va avoir une rentrée qui va être extrêmement mouvementée. Je Et ça, pense ça veut dire que que. Bison Bleu va sortir plein de vidéos. Ouais, Ah, après, si on les produit en 24 heures comme celle-là, oui, on pourra en faire plein, ouais. On pourra en faire 5 par semaine. c'est pas le but. C'est pas le but, non. Non, moi, j'aimerais bien repartir sur des vidéos avec une production un peu plus lente. Un truc où on s'exprime un peu mieux, on est dans notre zone de confort, parce que là, ça a été rush. Ça a été rush et au final, c'est assez frustrant parce que le script qu'on a écrit, on n'a pas pu le suivre. On l'exploitera peut-être avec une Mais C80. est-ce que ça correspond pas à une caméra comme celle-là? Tu vois, alors, c'est une question, mais est-ce que ça correspond pas, ce que vous avez fait, à une caméra comme ça? Alors, c'est une caméra ciné, j'entends, tu vois, mais moi, j'entends pour les FX3, elles sont beaucoup. Moi, j'en vois beaucoup quand je fais du mariage ou de l'événementiel. La FX3, elle est vachement Ouais. utilisée. Du coup, c'est des caméras, c'est du run and gun. Il faut y aller et il faut des bonnes images dans des conditions difficiles avec le maximum de codecs dans un format Ouais. extrêmement compact. Et c'est ce que vous avez là avec la C50. Est-ce que finalement, c'est pas un peu la cible? Et est-ce que vous l'avez pas utilisé? Alors, je pousse à l'extrême, mais est-ce que vous l'avez pas utilisé dans des conditions qui sont celles. Tu vois, moi, j'ai pas Bah, vu le matériel marketing de Canon, mais. Non, après, on aurait pu le faire avec le R5C. non, parce qu'en fait, c'est en extérieur, il a une dynamique nous, on l'utilise en studio, il est génial, ce boîtier en studio. En extérieur, c'est pas les fichiers les plus faciles. C'est Log 3 plus une dynamique, on est sur les 11 stops de dynamique, tu vois. Ça, c'est une caméra qui est quand même beaucoup plus confort à utiliser. Non, après, on a fait l'action et l'open gate pour l'action, même si on était bridé à 30 Ouais, FPS, c'est excellent. ouais, c'est excellent. C'est excellent parce que du coup, bah, tu peux stabiliser vachement mieux. Ouais, là, le motard qui part dans tous les Tu as sens. des trucs comme ça, Si ça tu bouge veux comme ça. recadrer, Ouais, c'est trop bien. sur cette chaîne, on livre du 2.39 à la fin, mais quand tu shootes en 3,5 et qu'à la fin, tu dois livrer du 2.39, t'as un confort de malade, en fait. Tu peux shooter des trucs à l'arrache, et puis... Donc, non, c'est assez cool. C'est une bonne petite cam. Est-ce que c'est celle qui va remplacer notre R5C? Je sais pas. Gate, pour nous, sur le robot, ça serait un truc de malade. Parce que pour tout ce qui est pub et tout, produit, c'est fantastique. Le problème, c'est que cette caméra, elle s'arrête à 30 fps en open gate. Et si on veut monter à 120, et nous, on ne shoot qu'à 120, et on aimerait bien shooter au-delà d'ailleurs, Pour des raisons de stabilisation, en fait. en 4K 120, on reste sur du 16:9. Et donc, voilà, on perd l'avantage de l'open gate. Donc, faut voir. Moi, c'est une caméra que je vais garder à l'œil, en tout cas. Tout à l'heure, tu disais que c'était une caméra qui était plus puissante qu'une R5C, Ouais, mais qui avait des compromis. ouais. Qu'est-ce que tu mets comme compromis par rapport à la R5C? En dehors de son open gate 30 là, tu vois, si tu devais De faire toute une façon, colonne plus ou le moins en R5C, il n'a disant pas d'open t'as gate. donc, aucune des deux, tu dois investir maintenant dans une cam. Ah, Qu'est-ce mais qui je fait prends. que tu prends plutôt le R5C plutôt que celle-ci? Non, non, il n'y a aucune raison de prendre le R5C. Ah oui. Il n'y a aucune raison. Ah oui. Au niveau prix, on a quoi de différence? Il est à 3005. Ok. Et ça, à 3008. Je t'ai pas posé la question, mais t'as peut-être pas le recul, mais en termes d'autonomie, c'est les mêmes batteries. Alors, celle-là, elle ne tourne que sur des LPE6P, les toutes dernières, celles Parce qui que sont comme compatibles Canon, avec le. comme ils sortent que des LPE6 avec une LED qui change à chaque fois, qui sont pas toutes compatibles avec tous les boîtiers, c'est pour savoir Ouais. où on en est, parce que.
En fait, si tu mets des LPE6 NH, donc les avant-dernières, le boîtier s'allume, mais tu perds tes fonctions autofocus, ton objectif devient un caillou. Donc, Tu perds l'autofocus? tu perds C'est fou. l'autofocus, ouais. Oui, donc tu les mets pas en fait. Donc tu le mets pas. Donc il faut Donc tu peux utiliser. l'utiliser en manuel, mais avec tous les codecs possibles. Ça le fait. Non, elle est un peu briquée si tu lui mets pas une LPE6P dedans. Ça, c'est évident. Mais par contre, tu vois, en termes d'autonomie et tout, elle tient mieux. Alors, on n'a pas fait un test d'autonomie. Ça aurait été un truc parce que c'est un sujet sur le R5C, l'autonomie. Mais il gère mieux l'autonomie que le R5C. Parce que sur ce qu'on a shooté à l'extérieur, on aurait flingué 2 batteries de R5C. Ah ouais, c'est vrai ça, j'avais même pas pensé à ça. Mais après, c'est pas la même Et batterie. niveau donc, autofocus, ça raconte quoi? Parce que je me souviens que genre la C70, alors on parle d'une caméra qui était ancienne, mais avait un autofocus qui était quand même nettement inférieur à ce qui se faisait dans la photo à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui on est sur un autofocus qui est de même niveau qu'un R5 Mark II, un R1, un Non. R3, un R1, tout ça? Non? Non, on n'est toujours pas sur ce qu'ils font sur la partie photo, mais on est sur la deuxième version du Dual Pixel AF. Donc on est sur un Dual Ok. Pixel AF 2. Donc on est équivalent à une C400 et une C80. C'est meilleur qu'un R5C et son Dual Pixel Ok. 1. Après, voilà, c'est des systèmes autofocus qui sont pas très véloces. C'est pas des trucs qui vont attraper très vite des sujets. Par contre, ils ont un rendu qui est très organique, qui fait très focus puller, Mhm. tu vois. Il n'y a pas de décrochage sec. Donc, même quand ça décroche, ça reste esthétique. Et ça, c'est ce que j'ai toujours aimé. Et sinon, vous trouvez pas que ça rend fou les nomenclatures de ce type d'appareil? FX2, C50, C80, C70, moi je trouve que ça fait mal à la tête. Vous C'est trouvez... parce que tu es dyslexique. Ouais, mais vous trouvez pas que ça serait bien Non, qu'ils trouvent si, des noms je suis d'accord. un, Après, il y en a un qui peu marchent plus mieux que d'autres, hein. stylés? Du Je trouve style. que FX, ça marche. En plus, FX, c'est un FX, peu ça fait un stylé. peu VFX. Tu vois, FX, ça Ouais, marche. VFX. Mais je sais pas, des noms d'animaux. Les Raids, regarde, les Red Raptor. Tu Red vois, Raptor. mais dans le J'avoue, cinéma, oui. Red, ils sont forts là-dessus. Komodo Ouais. Raptor. Mais c'est trop bien. Ouais. Ça donne trop envie. C'est vrai. Non, mais si, Voilà. si, t'as raison. Chez Lumix, ils sont pas très bons en nom. Là. Ça marchait bien quand c'est les premières itérations. S1R2, S1H2, S12, S1E2. Ouais. Il y a un moment, c'est dur de s'y retrouver. Même quand tu le fais, moi, quand je fais les vidéos, et le nombre de fois où je me plante parce que je bégaye ou machin, parce qu'à force de le répéter, c'est vrai qu'avec une Komodo Raptor, tu te plantes pas. Ah ben là, t'es Ouais, clair. Non, c'est mais là, clair. attendez, t'as quand même le R5C, ok? R5C cinéma, Ouais, R5 2, ouais. pas cinéma. Bah oui, parce qu'il n'y a pas le C de cinéma. Mais oui, mais du coup, ça rend fou. Parce que la gamme cinéma est censée être différente. Peut-être étais-tu déjà fou, Matt. La gamme cinéma, elle pourrait avoir des noms plus stylés que la gamme. Non, mais le R5C, c'est un Frankenstein. Mais pourquoi il l'a pas appelé Frankenstein? C'est vrai que ça aurait été stylé. Ça aurait été Le stylé. R5 Frankenstein. Mais il est attachant, ce boîtier. Moi, je suis Non, mais attaché à mon attends, R5C. je parle du nom des boîtiers. Hein. Je dis pas qu'ils sont pas bien. La Canon T-Rex, on va l'appeler. Mais putain, mais qui? Mais T-Rex 50. T-Rex 50. Mais tout le monde est content. T-Rex Turbo. Ah, mais Parce qu'un encore mieux. T-Rex avec un turbo, c'est encore mieux. La Tricecanon. La quoi? La Tricecanon, Triceratops. Canon, Ah, Tricecanon. Putain, jeu de Tricecanon. mots avec un Tricecanon. Ok. Ah, tops. Ouais, Le truc. c'est mon dinosaure préféré. Ça m'étonne pas de toi, tiens. On n'a pas parlé de nos partenaires. Si jamais vous voulez soutenir nos chaînes respectives, mais surtout Bison Bleu, vous allez sur ipln.fr et vous entrez le code BISON. Attends, c'est bison-bleu ou bison bleu tout attaché? Oh, putain, j'ai un doute. Alors que si Oh. vous écrivez Ben, What? B-E-N, vous vous trompez pas. Merde! Merci aux partenaires, toujours l'IT-Share, ipln.fr. Merci pour leur réactivité. Merci à Canon. Merci à Canon aussi pour la réactivité avec cette C80 qui est arrivée en temps et en heure et tout. Et merci quand même aussi pour la C50. Peut-être qu'on vous la redemandera un peu plus tard pour faire un test en bonne et due forme. En tout cas, bravo. Je pense que c'est une caméra qui Non, va elle faire un dé- peu de bruit. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment cool, elle est vraiment très intéressante. Merci à l'inénarrable Ben from Retour d'Expérience. Ce fut un plaisir d'être de nouveau
invité dans ce podcast. C'est toujours marrant de déblatérer avec vous, les copains. Donc, c'était hyper cool et de découvrir la caméra, en plus, un peu en avant-première. J'ai signé l'NDA Canon. Hein. Faut pas m'en vouloir. Hein. Et c'est un plaisir aussi, nous, de te recevoir, d'autant plus que tu es en visio et que du coup, tu peux pas taper dans nos tapas. C'est vrai. Parce qu'on t'a vu manger de la raclette et que je pense que t'es pas le genre de mec qu'il faut inviter au resto. Donc on va garder ce format, tu vois. Et c'est très cool. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. Et on se retrouve avec des vidéos avec des formats plus classiques. C'était JB. C'était Matt. C'était Ben. Bison bleu. Retour d'expérience. Ciao. Ciao.